Salut les alcogeeks et bienvenue dans le deuxième épisode de l'histoire du MCU consacré au film L'incroyable Hulk. Alors que le monde entier connaît Iron Man comme étant le film qui a débuté le MCU, ce même univers aurait pu complètement dérailler la même année dès son second film, L'Incroyable Hulk. Des deux, c'est ce dernier qui était perçu comme le plus commercialement viable, celui possédant le plus fort potentiel. Mais pendant que la production de Iron Man se déroulait dans une ambiance bon enfant, avec beaucoup d'improvisation et une liberté quasi totale qui se traduisit à l'écran, celle de l'incroyable Hulk fut plombée par des différends créatifs entre toutes les parties jusqu'à la post-production. Quand Marvel Studios prit le parti de produire ses propres films, il fut décidé de commencer avec Iron Man pour apporter de la fraîcheur, puis de revenir au classique avec l'incroyable Hulk. Ceci fut possible grâce à l'échec du projet de suite du film Hulk d'Ang Lee, sorti en 2003. Ce film ayant été reçu de manière peu élogieuse tant par la critique que par les fans, Universal traîna longtemps des pieds pour la produire, ce qui mena au retour des droits du personnage chez Marvel Studios et donc au fait que ce film soit l'un des premiers à avoir été réalisé au sein du MCU. Mais avant de se plonger dans le vif du sujet, petit retour sur la complexité des droits du personnage de Hulk. Alors que Marvel Studios, qui finançait le film, s'attelait à l'aspect créatif, Universal conservait la distribution. En fait, bien que Marvel puisse utiliser le personnage comme il l'entend, Universal détient encore à ce jour les rênes de la distribution sur toutes les éventuelles suites solo dédiées au personnage, ce qui explique en partie pourquoi nous n'avons plus de films consacrés au Colosse Vert. Revenons-en aux faits, au milieu des années 2000, lorsque Marvel Studios se mit en tête de produire un nouveau film mettant en vedette Bruce Banner et son alter ego. Le studio avait pour objectif de s'éloigner le plus possible du Hulk d'Ang Lee à cause de son ton philosophique et dramatique qui rebuta les fans au plus haut point. Pour ce nouveau film, Marvel voulut s'inspirer du show télévisé qui avait fait la gloire de son personnage et créer un thriller à propos d'un homme en cavale. Pour ce qui est du réalisateur, Marvel avait déjà discuté avec Louis Leterrier pour diriger Iron Man, mais le job fut dévolu à Jon Favreau. Cependant, ils appréciaient tellement le travail du français qu'ils lui offrirent le poste sur leur second film. À cette époque, c'était donc le plus grand film de la carrière du réalisateur du Transporteur et Unleashed. Co-scénariste des films Elektra et X-Men l'affrontement final, Zak Penn fut le premier scénariste engagé et écrivit de multiples jets, étant au final seul crédité au script du film. Cependant, le scénario est justement le point où les choses commencent à devenir intéressantes. Tôt en 2007, Penn quitta le projet pour s'occuper de son film The Grant, alors que le casting pour le rôle de Bruce Banner était en cours. Leterrier souhaitait engager Mark Ruffalo, mais Marvel le poussa à choisir Edward Norton car il était plus célèbre des propres mots de Leterrier. Les négociations ont donc débuté avec Norton alors que le scénario n'était pas terminé, ce que le comédien vit comme une opportunité d'y apporter sa contribution. Voici ce que déclarait Leterrier. Il savait qu'il voulait relancer le personnage et utiliser de l'animation pour lui. Pour le reste, j'avais carte blanche, alors avec Zak Penn, nous avons rédigé un scénario, puis nous le sommes approprié en piochant plusieurs idées dans les comics et en essayant de les compiler pour en faire une grande histoire. Et puis Zak a dû nous quitter pour s'occuper de son film. Et Edward, que nous avions engagé simplement en tant qu'acteur, me dit qu'il écrivait également. Je lui ai alors demandé s'il pouvait terminer le script et m'a répondu qu'il le ferait sans problème. Les contributions de Norton au script donnent matière à débat, puisque la Guilde des scénaristes américains n'a reconnu que le script de Zak Penn, alors que ce dernier exprimait publiquement son mécontentement en rapport aux paroles de Norton, qui clamait avoir écrit seul le scénario du film. Les acteurs, eux, ont bien noté que Norton ne cessait d'écrire durant le tournage pendant que le film avançait, et que le duo Leterrier-Norton se battait pour rendre le film plus cérébral, tandis que Marvel insistait pour un produit commercial. Je cite à nouveau le réalisateur. Un film est une somme de compromis entre plusieurs points de vue. J'essaie toujours de mettre en avant les personnages et les comédiens. C'est vraiment frappant dans ce film. La première moitié du film est vraiment la mienne, et la seconde, celle que le studio souhaitait, à savoir deux géants se bottant le cul. Ces différents créatifs ne firent cependant pas beaucoup de bruit jusqu'à la post-production qui fut très tumultueuse. L'un des points de désaccord majeurs était la scène d'ouverture qui, comme elle fut tournée, voyait un Bruce Banner désespéré se rendre en Arctique pour se suicider à l'aide d'un revolver, un acte empêché par Hulk qui réduisait l'arme en miettes. Leterrier avoue que cette séquence était trop choquante pour le studio. Le début du film, mon idée, voyait Bruce se rendre au bout du monde pour mettre fin à ses jours. Le studio a dit qu'il n'y avait aucune chance que ce film sorte en salle en débutant par un homme pointant une arme dans sa bouche. Je comprenais leur point de vue, mais ne pas le faire desservait la compréhension de la relation entre Banner et Hulk. Cette scène rendait ce lien vraiment profond. Plusieurs clashs entre Leterrier, Norton et Marvel eurent lieu durant la post-production du fait que les deux premiers souhaitaient un film plus long et plus développé, quand Marvel exigeait un film plus court, à l'action plus rapide. Début avril 2008, avant que Iron Man soit un hit international et 2 mois avant la sortie de l'incroyable Hulk, la rumeur enfla que les tensions étaient telles entre Edward Norton et Marvel que le comédien refuserait d'assurer la promotion du long métrage s'il n'était pas satisfait du produit fini. À ce moment-là, Norton refusait de commenter, mais quelques semaines plus tard, il communiqua publiquement dans un long récit qui disait en partie
tous les bons films sont le fruit d'une collaboration, de différentes idées apportées par des personnes dévouées et prêtes à respecter les opinions de chacun. C'est là le cœur de notre industrie. Malheureusement, notre relation saine a été déformée et qualifiée de tendue, une attitude qui risque d'empêcher les fans de profiter de ce film, ce que Marvel, Universal et moi-même refusons de laisser arriver. J'ai toujours eu pour intime conviction que les films doivent parler d'eux-mêmes et qu'en savoir trop sur leur processus de tournage diminue la magie que l'on ressent en les voyant. Nous croyons tous que l'incroyable Hulk ravira les fans de la première heure, en créera de nouveau et sera un véritable succès. Notre but a toujours été de créer le Hulk que les gens méritent et attendent, afin de fortifier encore la grande histoire d'amour entre le monde et le colosse de Jade. Plus tôt dans le communiqué, il est à noter que Norton se déclarait fier du script qu'il avait écrit, laissant penser qu'il était satisfait de la version du film tournée sous sa supervision, mais pas de la version prévue initialement sur le papier. Des rapports font état du fait que Leterrier et Norton souhaitaient un montage final aux alentours de 135 minutes, mais le dernier mot revint à Marvel, qui se contenta de 112 minutes. Au rayon des scènes coupées, la fameuse scène du suicide en ouverture ne survit pas, au même titre qu'un bon nombre de scènes montrant la naissance du Hulk au profit d'un montage en forme de générique d'ouverture. En réalité, Leterrier révéla durant les conférences de presse que près de 70 minutes du film avaient été coupées du montage final. Dans le but de lier l'incroyable Hulk à l'univers plus vaste créé par Iron Man, une scène post-générique fut tournée. Leterrier déclare n'avoir eu qu'une journée pour filmer Robert Downey Jr. dans la dite scène où Stark retrouve un général Ross désabusé dans un bar pour l'informer qu'une équipe, sous-entendu les Avengers, est mise sur pied. L'incroyable Hulk sort en salle le 13 juin 2008 et même si Norton et compagnie avaient tenté de noyer le poisson au sujet de la production houleuse, le fait que l'acteur ne participe qu'à un nombre très restreint d'événements promotionnels parla de lui-même. Pour couronner le tout, quand le film Avengers fut effectivement mis en chantier, Marvel décida de recaster le rôle de Bruce Banner, invoquant le besoin de trouver un acteur personnifiant la créativité et l'esprit collectif des autres talentueux membres de l'équipe. Ça fait mal. Pour autant, le box-office du film ne fut pas un désastre. Il débuta à 55,4 millions de dollars, au-delà des estimations, et parvint même à surpasser de peu les résultats du Hulk d'Ang Lee. Sur le territoire américain, 134,8 millions contre 132,1 millions, et à l'international, 263,4 millions contre 245,3 millions. Quant à la critique, elle ne fut pas si mauvaise non plus. Si l'enthousiasme n'était pas non plus le mot d'ordre, le film ne souffrit pas des mêmes reproches, ou dans une moindre mesure, que le film d'Ang Lee. Il fut considéré correct, ce qui était un soulagement en soi pour les producteurs et les exécutifs de Marvel, qui avaient bien conscience des difficultés monstres rencontrées durant la production. Iron Man était un hit mondial, tandis que l'incroyable Hulk était un détour oubliable que l'on pouvait aisément garder dans le rétroviseur. Et ce fut bien sûr le cas. Marvel avança dans son projet de développement du film Avengers, et avec les droits de distribution du personnage de Hulk, toujours en possession d'Universal et avec la forte personnalité de Norton toujours à l'esprit, une suite fut rapidement mise en retrait en faveur d'un nouveau comédien pour le Colosse qui serait désormais dépeint comme un personnage de soutien dans d'autres franchises. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun nouveau numéro et on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e édition qui sera bien sûr centrée sur le film Iron Man 2. À la semaine prochaine, ciao ciao.